Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et ce 1er mai était évidemment plus qu'attendu et on n'a pas été déçus. Près de 800 000 manifestants selon les chiffres officiels, 2,5 millions selon la CGT. Plus de 300 manifestations déclarées sur le territoire. Évidemment, des vidéos montrant des scènes de violence de la part de policiers et des manifestants. Un policier brûlé par un cocktail Molotov à Paris, un Monoprix vandalisé à Lyon, un manifestant qui a perdu sa main à Nantes et puis aussi un journaliste, Brémy Buzine, qui a pris une grenade de désencerclement. Alors, quel bilan tiré de cette journée? On en parle avec Rémi Tel. Bonjour Rémi Tel. Bonjour Corentin. Donc vous êtes essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre, et puis on va citer vos 3 livres édités aux éditions Perspectives Libres, Paroles révoltées, Vaincre le communisme et le dernier, La chute de Prométhée. Alors vous n'étiez pas à Paris, bien sûr, pour cette manifestation, vous étiez, je crois, à Bayonne. Alors déjà, comment ça s'est passé à Bayonne? Quel bilan vous pouvez tirer à Bayonne, et puis ensuite sur le territoire, parce que j'imagine que vous avez quand même suivi la journée sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de monde à Bayonne hier, un cortège de plusieurs kilomètres, dans une forme de joie déterminée. Donc c'était assez impressionnant, je dois le dire, et à l'image de beaucoup de villes, de sous-préfectures, de préfectures qui se sont mobilisées dans toute la France. Et il se trouve que ça fait quelques semaines, là, maintenant une dizaine de jours, que je sillonne un peu le sud-ouest français, des Pyrénées-Orientales, Hollande, en passant par la Haute-Garonne. Et partout où je passe, dans des villes, dans des villages, j'aperçois des banderoles, des stickers. Il y a une sorte de repolitisation aussi des conversations avec les gens qu'on rencontre. Donc il se passe quelque chose là politiquement en France. Vous pensez que il y a une vraie contestation dans tout le pays assez nationale aujourd'hui? Oui, qui dépasse de très loin la seule question de la réforme des retraites. Je pense que les Français se battent contre un monde qui n'est pas le leur. Et la France a toujours, vous vous rappelez de ces propos de Bernanos, de la France contre les robots. La France est à l'avant-garde aussi de ce combat-là contre l'oppression un peu moderne. Et donc c'est ce qui se manifeste là aujourd'hui. C'est très, très profond. Il faut orienter cette colère, lui donner aussi une direction positive, commencer à penser à l'alternative, parce que se débarrasser de Macron, c'est bien, mais ce sera d'autant mieux s'il y a quelque chose après et quelque chose de désirable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un mouvement qui va s'installer là dans la durée et que les Français ne reculeront pas et ne rentreront pas chez eux. Concernant la sociologie, est-ce que vous avez vu quelque chose de très marqué ou au contraire quelque chose de plutôt assez commun, c'est-à-dire national, ou est-ce que on sait que c'est des manifestations qui sont organisées par les syndicats, donc est-ce que c'est plutôt quand même des gens de gauche, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que on est sur vraiment le peuple en tant que peuple et corps social? En tout cas, une modeste observation permet de noter qu'il y a à la fois un mélange générationnel, c'est-à-dire des personnes qui sont elles-mêmes à la retraite et donc pas forcément concernées par la réforme, et puis des plus jeunes, et puis des classes populaires et des gens qui de toute évidence viennent de milieux plus bourgeois. Donc c'est un peu la France telle qu'elle est dans la vraie vie, avec ses mélanges, avec ses nuances, avec ses contradictions parfois, et là réunis par un objectif commun, à savoir finir cette parenthèse un peu désastreuse du macronisme et du monde qu'il porte avec lui. Donc non, c'est pour ça que ce mouvement, je crois, est assez fort, c'est qu'il est à l'image de la France, et on n'y retrouve pas les catégorisations habituelles de certains mouvements sociaux. Et au-delà de l'espèce d'unité, il y a aussi, vous pensez, une communion entre ces gens? Il y a une bonne ambiance, une bonne humeur, une bonne ambiance, un sentiment de commun qui règne dans cette manifestation? C'est ça qui je crois, fait la puissance de ce mouvement, c'est qu'il est partagé entre une colère, et une colère saine, bien sûr, mais aussi de nombreux espoirs et des idées pour la
pour la suite. On n'est pas simplement, pour reprendre, vous savez, la maxime provocatrice de Jacques Attali face à des résignés réclamants qui seraient dégoûtés par la Macronie et habités de la volonté d'en finir. Non, ils ont un autre projet pour notre pays, un projet de solidarité, un projet d'humanité aussi. Je crois qu'il s'agit vraiment de replacer l'homme au centre des choses. Et donc c'est la force du mouvement. C'est que on n'est pas simplement là pour détruire quelque chose, mais pour construire autre chose. Je vous propose d'écouter quelqu'un que je crois vous appréciez. C'est Gérald Darmanin qui a réagi hier à l'antenne sur BFM TV. Donc je vous propose de l'écouter et puis ensuite de réagir à ses propos. Il y a eu à peu près 800 000 personnes, un peu moins 800 000 personnes en France qui ce matin et cet après-midi ont manifesté dans à peu près 300 actions et dans l'immense majorité des cas, pour l'immense majorité des manifestants, les choses se sont passées le plus convenablement possible. Je remercie les syndicats, je remercie bien sûr les policiers, les gendarmes qui ont permis que ces manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Cependant, dans certaines villes, à Paris, à Lyon, à Nantes, à Angers, il y a eu des événements graves et je voudrais ici avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes qui sont actuellement blessés, dont une vingtaine à Paris, un grièvement, un homme de la compagnie d'intervention qui a été brûlé dans cette image que l'on voit, un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre. 108 gendarmes et policiers blessés un 1er mai, c'est extrêmement rare. Et je souhaiterais que tous ceux qui interviennent dans le débat public puissent en premier lieu condamner ces violences. Bon, apparemment, ça s'est bien passé dans le global, mais finalement, voilà, il y a quand même un des plus hauts niveaux de policiers blessés quand même dans les manifestations. Donc, alors, c'est malheureusement aussi ce qui est énormément ressorti des médias avec le traitement et l'objectivité des médias qu'on sait. Mais ces violences, est-ce que déjà vous avez pu en constater à Bayonne? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'elles sont évitables? Est-ce qu'elles sont, comment on peut interpréter ces violences malheureusement aujourd'hui dans les manifestations? Alors non, je n'ai pas du tout observé de violence à Bayonne. C'était une manifestation familiale, encore une fois, animée par une détermination sereine et joyeuse. Du reste, je crois que le pouvoir joue la carte de la violence pour monter les Français les uns contre les autres, certains portant l'uniforme, d'autres pas. Et en fait, ils se délectent des images qu'on a vues hier de policiers visés par des cocktails Molotov ou par des pavés, parce que c'est le moyen pour lui de tenter de discréditer le mouvement, mais cette espèce d'inversion accusatoire ne fonctionne pas. Je crois que les Français ne sont pas dupes. Et puis du reste, si on s'intéresse simplement à la question des violences, l'observatoire Medix déplorait hier à 20h, parmi les manifestants, 30 blessés graves. On a eu aussi des images de cette main arrachée, vous en avez parlé Valentin, d'une jeune femme qui a perdu un œil, je crois que c'était à Nantes, 200 blessés légers et 2000 personnes décontaminées, des gaz lacrymogènes. Et cette semaine, la presse s'est fait l'écho des désastres pour la santé de ces gaz dont la composition a évolué, elle est de plus en plus forte, que ce soit pour l'appareil cardio-respiratoire ou pour tout le reste. Voilà, donc pas d'inversion accusatoire et ne tombons pas dans ce piège du gouvernement qui en fait joue encore une fois la carte de la violence. Mais effectivement, puis d'ailleurs on a vu aussi des CRS eux-mêmes contaminés par les gaz et qui ont fait des malaises. Alors évidemment, ils étaient aussi violentés par les manifestants, mais certains étaient pas bien à cause des gaz. Mais effectivement, je voudrais évoquer avec vous ce que vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire la suite de ce mouvement, parce que on se doute malheureusement que ça va pas, enfin, faire des manifestations comme ça, déclarées dans les rues, programmées, avec des cortèges prévus. On peut pas se contenter de ça en termes de mouvement social si effectivement on veut créer un rapport de force. Alors comment est-ce que vous envisagez la suite de ce mouvement? Est-ce qu'il va y avoir une forme politique, notamment peut-être avec les élections européennes, ou est-ce que il faut passer par autre chose, par le local notamment? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois beaucoup au local. Je pense que les symboles ont leur importance en politique, on le sait tous. Et il est important de montrer aux Français, mais également à l'international, que le peuple est en colère et qu'il est résolu à
reprendre son destin en main. Moi, j'observe aujourd'hui une fragilité dans la stratégie qui est choisie par nous tous, en fait, par les manifestants. C'est justement un peu l'absence de stratégie. C'est-à-dire que cet affrontement dans les rues, c'est pas un affrontement pour prendre un lieu de pouvoir et le tenir, c'est un affrontement pour s'affronter. Et ça, c'est sur le long terme, ça peut finir par provoquer une forme d'essoufflement. Et je crois qu'il y a des méthodes d'action tout à fait pacifiques, non violentes, sans dégradation, qui permettraient d'avoir un impact politique beaucoup plus fort. Demain, vous décidez de monter 100 brigades qui, chacune, à 17h55, vont dans la préfecture de leur département et la tiennent pendant 24 heures, 48 heures, avec des sandwichs, des sacs de couchage, etc. Là, de fait, l'exercice du pouvoir en France devient impossible. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de violence, puisque c'est un moyen pour le peuple de rappeler qu'il est chez lui, dans ces endroits, et quand on est chez soi, on ne va pas dégrader, on ne va pas tout saccager. Et là, l'impact politique est absolument maximal. Donc, ces scènes de guérilla sont intéressantes si elles permettent de manifester la colère, mais elles ne sont pas suffisantes, et donc on doit quand même se poser la question de savoir comment être efficace pour la suite, sans quoi il y aura une sorte d'ankylosement un petit peu général de ces contestations. Est-ce qu'il faut structurer une sorte de forme politique, ou est-ce que, voilà, on a vu aujourd'hui que, en tout cas malheureusement dans les partis politiques, il y a eu assez peu de réactions quand même, en tout cas concernant les manifestants, alors des réactions de soutien, mais aucun parti politique ne semble véritablement vouloir s'approprier ce mouvement. C'est compliqué parce que effectivement la politique institutionnelle passe complètement à côté de l'événement, ce qui n'est pas très surprenant. Il n'y a pas aujourd'hui d'alternative politiquement structurée qui permettrait de prendre le relais et par exemple d'incarner le mouvement à elle seule. Et donc à nouveau, je pense que c'est peut-être par des petits comités locaux, en fait, qu'on peut transformer les choses avec quelques mots d'ordre communs, quelques méthodes d'action communes. Mais le temps politique stricto sensu au sens institutionnel électoral, je crois qu'il viendra essentiellement après, et qu'aujourd'hui c'est dans une sorte de dissémination, de décentralisation que ce mouvement peut trouver son salut. Et concernant les syndicats, alors est-ce que vous estimez qu'ils remplissent cette fois-ci leur rôle et qu'ils sont dans une forme de retour de grâce, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'ils jouent une forme de double jeu avec le pouvoir ? Je crois qu'en tout cas, il y a dans l'approche des Français vis-à-vis des syndicats quelque chose de très utilitariste, et c'est plutôt bien comme ça. C'est-à-dire que les Français ont compris que les syndicats n'étaient pas indépendants, ne serait-ce que par leur financement, qui dépendent des financements publics, et autant ils sont capables de mettre la France à l'arrêt pour la question des retraites, mais on a bien observé pendant le Covid, où là il y a eu, y compris pour les salariés, des sujets très graves d'extorsion du consentement, de licenciement abusif, un silence complice en réalité de la part de ces syndicats. Je crois que la situation est suffisamment grave pour faire feu de tout bois, et s'il faut utiliser le pouvoir syndical pour mettre du monde dans la rue, pourquoi pas, mais sans être dupe de la suite. Et il est effectivement assez probable qu'un jour il siffle un peu la fin de la récréation, et d'où la nécessité impérieuse, d'être un minimum structuré pour pouvoir continuer la lutte, même si les syndicats décidaient de rentrer à la maison. Bien sûr, tout reste à faire dans ce mouvement social, et on continuera évidemment de suivre son évolution avec vous. Merci beaucoup en tout cas, Rémy Tell. Je rappelle que vous êtes essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre, et puis auteur de ces 3 livres aux éditions Perspectives Libres: Paroles révoltées, Vaincre le covidisme, et le dernier, La chute de Prométhée. Voilà, merci encore, Rémy Tell.